Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, dans la demi-heure radioactive, on va revenir vers Bure, qui est un petit village de 86 habitants dans la Meuse, qui est le lieu qui a été choisi par les autorités françaises pour entreposer à 500 mètres sous terre, dans une sorte de gigantesque labyrinthe d'allées, d'alvéoles, des déchets hautement radioactifs par leur puissance d'émission et aussi par leur durée de vie, plusieurs centaines de milliers d'années pour certains isotopes. Donc ce projet est emblématique du passage en force de l'industrie nucléaire depuis ses débuts et sur l'ensemble de sa filière. Que ce soit les mines d'uranium au Niger, la gestion de la catastrophe à Tchernobyl, à Fukushima ou la soi-disant gestion des déchets. Alors les autorités prétendent avoir une solution pour ce type de déchets nucléaires et justifient ainsi la poursuite du programme CQFD. Je rappelle qu'il n'est évidemment pas question de diminuer le nombre de réacteurs en service en France dans le proche, le moyen ou le long avenir. Donc notre dernière émission sur Bure date d'il y a environ un an. C'était en juillet 2016. C'était un moment assez crucial puisque le 11 juillet 2016, une loi a été passée qui entérinait ce projet d'enfouissement qui s'appelle CIGEO. Il ne s'agissait plus seulement d'un laboratoire d'expérimentation, mais bien de passer à une phase d'exploitation industrielle en 2025. C'était un moment assez crucial aussi pour les opposants au projet, avec l'occupation d'un bois, on va en parler tout de suite, un bois que l'ANDRA, donc l'ANDRA c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, que l'ANDRA s'était procuré, accaparé, on verra dans quelles conditions, pour les besoins du projet, et qu'il commençait à défricher sans autorisation. Bref, depuis un an, beaucoup de choses se sont passées. On va donc faire un tour d'horizon de tout ça avec un opposant au projet qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Galère. Bonjour Radio Galère. Pour nous expliquer tout ce qui se passe. Alors, on va commencer par ce bois. C'est le bois Le Juc. C'est un lieu symbolique. Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi depuis un an ce lieu est le lieu choisi par les opposants pour. Oui, c'est un bois qui était sans doute pas promis à tout ça, effectivement. C'est une petite partie d'un ensemble de forêts un peu plus grand qu'il y a au nord de Bure. Et donc c'était un petit bois d'affouage, c'est-à-dire un endroit où les gens pouvaient aller faire leur bois pour l'hiver. Et il se trouve que c'est cet endroit qui a été choisi pour être à l'aplomb du futur site de stockage de déchets radioactifs, donc juste au-dessus. Et ça doit être donc la future zone des puits de ventilation du stockage de déchets radioactifs. Donc puits de ventilation, on a un peu de mal à se représenter ce que ça va être, mais en fait c'est d'énormes installations de surface pour ventiler de l'iode radioactif ensuite pendant toute la durée de l'exploitation de CIGEO. Et donc quand les travaux ont commencé dans ce bois donc l'été dernier, au moment de votre dernière émission, c'était vraiment une nouvelle étape en fait. On ne pouvait plus dire que c'était le laboratoire, que le laboratoire cherchait. Là vraiment on entrait dans CIGEO, dans des travaux concrets qui allaient permettre de réaliser CIGEO en commençant à travailler sur le futur site de CIGEO. Donc c'est comme ça que ce petit bois s'est retrouvé au centre
centre de la contestation, à la fois sur le plan juridique, parce qu'il y a eu énormément de procédures autour de ce bois, que ce soit sur la propriété du bois, sur l'occupation du bois, etc. Et puis, ça s'est retrouvé au centre un peu médiatiquement, parce que l'occupation a énormément fait parler. Et puis, sur le terrain aussi, évidemment, puisque c'est devenu un lieu un lieu symbolique où vraiment le projet CIGEO a été bloqué pied à pied depuis maintenant 1 an, en fait. Alors, il y avait, vous avez commencé à occuper ce bois au moment où l'Andra donc commençait un défrichage. Ce défrichage, il n'était pas autorisé, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais, c'est une des procédures, effectivement, qu'il y a pu y avoir autour de ce bois. C'est que l'Andra a commencé un défrichement sans demander l'autorisation à personne. Sur des terrains qui appartenaient à qui, en fait? C'est des terrains qui lui appartenaient, en théorie, parce que là aussi, c'était contesté en justice. Donc, en fait, il y avait vraiment tout un mélange de procédures liées les unes aux autres qui commence là un petit peu à se clarifier, desserrer, clarifier, pas forcément à notre avantage d'ailleurs, mais c'était très compliqué pendant des mois, parce qu'en fait, toutes les procédures dépendaient les unes des autres, quoi. C'était vraiment très, très embrouillé. Ouais, parce qu'en fait... Ouais, vas-y, pardon. Ouais. Vas-y. Donc, j'allais dire que donc, à ce moment-là, effectivement, le bois appartenait à l'Andra. Certes, on contestait en justice cette appartenance parce que l'échange du bois avait été fait de façon qu'on juge illégale. Mais bon, pour la justice, à ce moment-là, le bois leur appartenait. Mais on ne peut pas défricher n'importe comment une forêt. Ça dépend des superficies. En dessous de telle superficie, ça va. Au-dessus, il faut faire des études d'impact, demander une autorisation. On peut pas le faire non plus à n'importe quel moment. Il y a des contraintes à respecter, etc. Bon, là, ça a été fait un petit peu de manière assez sauvage. Et donc, le 1er août de l'été dernier, donc ce défrichement-là avait été effectivement condamné en justice. Et vous, entre-temps, vous aviez occupé le terrain et vous étiez fait expulser voilà. Manu Militari, si j'ai bon... Exactement. Oui. Ouais, le 7 juillet, si je ne me trompe pas. Après quelques semaines d'occupation, il y a une centaine de gendarmes mobiles qui sont arrivés à 6h du matin dans la forêt et qui ont dit c'est bon, là, la blague est terminée, tout le monde dehors. Sauf que ça n'a pas tellement eu l'effet escompté. Et en fait, ça a repris de plus belle immédiatement après. C'est-à-dire qu'après cette expulsion, l'ANDRA, donc l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs, a eu l'idée de construire un énorme mur en béton autour de la forêt pour la protéger d'une éventuelle réoccupation ou de nouvelles interruptions des travaux. Et puis, il s'est trouvé à la fois qu'ils ont été déclarés illégaux, tous leurs travaux ont été déclarés illégaux, comme on disait juste avant. Ouais. Et puis, il y a eu en août une grosse manifestation de sabotage de ce mur, en fait, pour re-rentrer dans la forêt et faire tomber 1 kilomètre de mur en béton. Donc, en fait, cette expulsion a relancé l'occupation. Encore des choses pendant tout le mois d'août. Ouais. D'accord. Et puis, ensuite, à partir de l'automne, petit à petit, une nouvelle occupation et qui dure toujours. Qui dure toujours. Et vous avez passé l'hiver sur place. Tu nous racontes comment c'est un hiver dans la Meuse, dans les bois? Eh ben, moi, j'ai pas beaucoup vécu l'hiver dans les bois, j'avoue, donc j'aurais. T'as échappé à ça, oui. Mais effectivement, le bois a été occupé en permanence, donc effectivement, il y a des gens qui étaient par -15 dans des cabanes au sol et dans les arbres, avec le bidon d'eau qui gelait la nuit et qu'il fallait réchauffer le matin pour boire un coup. Donc des conditions qui étaient un peu difficiles, mais voilà, en même temps c'était fait avec l'envie de le faire, donc ça a été aussi, je pense, une... Oui, non, mais il faut du cran. Beaucoup de couverture et il faut du cran, c'est bien. Beaucoup de couverture. Donc là, aujourd'hui, il y a des gens dans le bois. Le mur est partiellement démoli. Entièrement. Entièrement démoli, très bien. Les murs, on n'aime pas ça. Et puis au dernier, il est par terre. D'accord. Ça se visite, c'est un musée maintenant. Et bien, alors l'ANDRA, ça fait des années qu'ils travaillent sur l'occupation de ce territoire-là. Enfin, pas seulement, puisqu'ils ont racheté, je crois, à peu près 3000 hectares dans la région. Oui.
Et qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, tiens, il me semble qu'il y avait une histoire là sur les vigiles de l'Andra qui vous avaient tapé dessus, ou je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi cette histoire? Alors ça, c'est effectivement au moment de l'expulsion et puis surtout de la manifestation de réoccupation, donc qui avait eu lieu le 16 juillet dernier. Les vigiles de sécurité privée de l'Andra ou employés par l'Andra ont travaillé main dans la main avec les gendarmes mobiles. Oui. Et puis avec, donc équipés avec des équipements de protection, des manches de pioche mais bon, avec aussi des comportements qui sont beaucoup plus imprévisibles que ceux des gendarmes classiques, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à partir en petits groupes et vraiment attaquer et frapper des gens, quoi. Donc ça a été assez effrayant pour les gens qui étaient là-bas. Il y a eu des blessés. Et puis en même temps, ça a eu très mauvaise presse, ça, parce que ça a été médiatisé, notamment par France 3 Lorraine. Oui. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le directeur de l'Andra, qui à l'époque a démissionné en fait au mois d'août. C'est plus le même directeur depuis août dernier. Ou a été viré, enfin peu importe. Ouais, oui, enfin ça c'est vraiment des méthodes ouais, bon. Et alors, là du coup maintenant on voit moins on voit toujours les vigiles, mais moins dans ce rapport de confrontation vraiment frontale, quoi. C'était quelque chose qui a été essayé, mais qui n'était sans doute pas une bonne idée. Oui, quand même, faut quand même pas exagérer. Voilà, il y a des choses qui sont un peu trop grosses pour passer, pour être acceptées, même s'il y en a beaucoup qui passent en fait. Ouais, et alors ils passent. J'aimerais, oui, donc on revienne un peu à leur méthode en dehors des vigiles, mais de s'approprier ce territoire doucement en fait depuis longtemps, avec plein de méthodes que tu peux peut-être nous expliquer, qui vont de la corruption. Oui, effectivement, c'est très insidieux et c'est aussi un peu un cas d'école de la carotte et du bâton, quoi. C'est très très intéressant. La carotte, c'est d'abord l'accompagnement financier. Ça fait partie du cadre un peu juridique de l'enfouissement des déchets radioactifs tel qu'il a été mis en place par la loi Bataille en 91. C'est que les régions qui vont être concernées bénéficient d'un accompagnement économique pour ce projet. Donc concrètement, ça veut dire qu'actuellement, la Meuse et la Haute-Marne reçoivent 30 millions d'euros chacune, distribués par le GIP, le Mouvement d'intérêt public, donc par l'industrie du nucléaire à ces régions-là pour faire absolument tout en fait. C'est-à-dire à la fois soutenir la culture, faire des salles des fêtes flambant neuves, des beaux lampadaires, des beaux trottoirs, absolument tout, jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire qu'on a des petits villages de 80 habitants, 100 habitants, où on a vraiment des choses, des travaux de fond où tout est refait, tout est rénové, tout est flambant neuf. Et ça, avec des choses qui aussi impliquent du coup des coûts d'entretien ensuite pour les années d'après et qui rendent les communes complètement dépendantes de cet argent-là en fait. Donc là, il y a vraiment une façon de s'insinuer sur le long terme dans les budgets, dans les façons même de penser, d'envisager la vie des communes et des communautés de communes là-bas. Et surtout que c'est une région qui est quand même un peu en déshérence, quoi. C'est le tissu agricole s'est vraiment modifié. Enfin bon, on voit bien tout ça. Hein. Donc là où elle a la main mise, voilà. Oui, comme tu dis, c'est tout à fait paradoxal, les salles des fêtes, les machins pour un village de 80 habitants. Oui, d'accord. Et ouais, il y a ça. Il y a la corruption de fonctionnaires. Allez, on y va. Alors un petit tour, oui, sur par exemple, le bon exemple, c'était justement cette histoire d'échange du bois le jus. Ouais. Pour revenir rapidement là-dessus, ça avait été proposé une première fois, soumis au vote des habitants, en 2013. Les habitants avaient dit non, on garde notre bois, on ne le donne pas à l'Andra. Ça a été reproposé une deuxième fois en 2015, et cette fois voté à 6h du matin par le conseil municipal, gardé par des vigiles. Oui. Et donc là, ça a été accepté, évidemment. Et donc c'est comme ça que le bois est passé à l'Andra, en fait. Et puis ça a été d'ailleurs donc attaqué en justice, condamné, et donc revoté une nouvelle fois il y a 3 semaines là. Et alors, ça a donné quoi? Et donc c'est de nouveau passé à l'Andra. Et cette fois, c'était pas 2 vigiles à 6h du matin, c'était une grille anti-émeute et une
centaine de gendarmes mobiles dans le village. Donc dans un village de 120 habitants, c'est assez impressionnant de voir ça en fait. Oh là 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 là. On est vraiment passé en 2 ans déjà les deux vigiles qui gardent un conseil municipal, tout le monde avait trouvé ça un petit peu gonflé, et voilà, là ça a pris d'autres proportions. Et donc pour parler ce qui veut dire que vous bossez bien. Ouais. Voilà, c'est ça. En tout cas, on voit qu'ils ont peur. Bon. Bah oui, parce que depuis 1 an, il se passe des choses. Oui, c'est bien, voilà, c'est bien. ça s'agite. Ok, donc c'est vrai. Et donc sur ce vote, effectivement, la raison pour laquelle il a été condamné en justice une première fois, en fait, il y en avait 2. Il y avait un détail de procédure sur le vote à bulletin secret, donc qui n'avait pas été fait exactement dans les règles, mais bon, c'était plutôt un détail formel. Et puis il y avait, on a pointé du doigt plusieurs conflits d'intérêts, dont au moins un a été retenu dans un premier temps, entre des conseillers municipaux et l'Andra. Parce que l'Andra étant omniprésente sur le territoire, il y a énormément de gens qui ont qui bossent pour quelqu'un eux, de leur famille qui travaille là-bas, qui se font redistribuer des terres par l'Andra, parce que l'Andra achète énormément de terres, on pourra en reparler après, éventuellement les redistribue, un petit bout à telle personne, un petit bout à telle personne, et il y a tout un petit jeu sur le foncier comme ça. Il y a des baux de chasse aussi qui sont redistribués à partir des forêts, parce que l'Andra n'achète pas que du foncier agricole, mais aussi des forêts. Et attribue des terrains de chasse éventuellement aux notables du coin dans ces forêts-là. Donc ça, oh là là, mais aussi, c'est très. On est revenu à la seigneurie. C'est ça, voilà. C'est vraiment. D'accord. C'est vraiment, j'ai l'impression comme ça qu'ils essayent de s'installer. Donc c'est assez fou. Ouais. Oui, et il y a aussi, alors évidemment, il y a toujours le même discours qui est, vous allez voir, ça va vous apporter un développement économique local, Bien sûr, oui. qui est un truc complètement faux, quoi. C'est sûr que ça a été un petit peu l'argument premier, surtout dans cette région donc désindustrialisée, où en plus sur le reste, c'est beaucoup transformé, beaucoup de grosses exploitations, il y a très peu de bassins d'emploi, etc. Donc évidemment, l'argument a été avancé et les communes étaient pour beaucoup prêtes à l'entendre. Après, il faut se demander aussi quels emplois et pour qui, parce que si c'est des emplois d'ingénieurs qualifiés à l'Andra, c'est pas ça qui va changer les problèmes que peut avoir ce territoire-là. Et puis, il y a eu quelque chose d'intéressant récemment, c'était une tribune du maire de Montier-sur-Saulx, donc Daniel Ruland, donc un village voisin de Bure, qui lui disait, finalement, même cet accompagnement, cette croissance économique et ces créations d'emplois au nom desquelles on a fini par accepter ça, en fait, c'est pas venu parce que lui constate que le collège de son village ferme quand même, que les gens s'en vont quand même, et qu'en fait... oui, il y a une population en plus qui doit être vieillissante, j'imagine, oui. Et il n'y a plus de boulot, quoi. Enfin, il n'y a plus rien à faire dans ces lieux-là. Effectivement, ça n'a pas fait avancer, ça n'a pas changé en mieux de ce côté-là. Et même sur les questions agricoles, c'est intéressant de voir qu'en fait, ça accélère même la destruction des petites exploitations, les remembrements de fermes qui s'agrandissent toujours plus, donc il y a de moins en moins d'exploitations et de plus en plus grandes, etc. Donc c'est ce qu'on voit à l'œuvre un petit peu partout dans le monde agricole. Mais en fait, dans le Sud-Meuse, c'est encore accéléré par la présence de l'Andra. Donc c'est bien loin en fait de compenser la désertification du territoire. En fait, ça, sur le plan du foncier, sur le plan agricole, ça l'accélère énormément. Après, j'en viens que tu nous parles de l'écothèque. C'est quoi ça? Parce que ça fait partie des stratégies, ça. On verdit l'image. On se préoccupe d'écologie. Voilà, tout à fait. J'ai pas forcément énormément à rajouter. C'est effectivement un des bâtiments de l'Andra. En fait, ils se sont fait un petit rond-point entre Bure, Saudron, Nandre. Et puis là, il y a leur laboratoire, leur pôle technique, les archives d'EDF, un hôtel un petit peu de luxe, et puis cette écothèque. Donc c'est à la fois un musée un petit peu où il y a de la biodiversité, des expositions sur la forêt, des choses comme ça.
puis en même temps, ça devient un conservatoire du patrimoine. Donc c'est quelque chose qui verdit, qui en même temps fait un petit peu froid dans le dos quand on se dit, voilà, on conserve ce qu'on veut. Déjà même le fait de dire qu'on va le conserver, c'est quand même peut-être un peu avoué à demi-mot qu'on est en train de le détruire. Donc voilà, donc c'est une des vitrines vertes du projet effectivement. Et c'est le bâtiment qui a été pris pour cible pendant une grosse manifestation qui a eu lieu le 18 février. Là. D'accord. Là, vous avez brûlé un rond-point, non? Je sais pas quoi. Alors, il y a eu ça, effectivement. Il y avait une semaine d'action. Alors, ça avait commencé par Déclare ta flamme à Landra pour le 14 février, pour la Saint-Valentin. D'accord. Et donc, ça avait commencé par un feu de joie, effectivement, au rond-point, au milieu de tout ce technopole sud-Meuse. Et puis le 16 et le 18 février, deux des cortèges étaient allés jusque devant les grilles de Landra, sans pouvoir accéder jusqu'à Landra, mais en s'arrêtant à l'écothèque et en faisant tomber en fait les grilles de l'écothèque. D'accord. Donc ça avait été un moment assez fort en fait, parce que ça avait beaucoup. On a senti après, on sent toujours qu'en fait ça a entamé un petit peu la résignation qui planait depuis assez longtemps sur la région, quoi, de montrer que non seulement on pouvait les bloquer dans le bois, mais même en fait sur leur terrain, c'était pas non plus une forteresse, et qu'ils étaient atteignables. Et je crois qu'il y a des gens à qui ça a fait plaisir en fait dans aux alentours, quoi. Oui, ça nous a fait plaisir aussi. Et il y a aussi toute cette parce que on est en train ils sont en train de nucléariser ce territoire. Non seulement il y a le centre d'enfouissement qui est je pense que enfin, c'est l'aboutissement de l'horreur nucléaire. Hein. Mais il y a aussi... alors, il y a des trucs, là, ce qui s'appelle Saint-Dièse, là, je sais pas quoi... Ouais. Enfin, tous ces espèces de... Ouais, ils sont en train de grignoter, là, partout. Ouais. Hein. Oui, c'est un petit peu une stratégie qui consiste à dire, votre territoire ne vaut rien, on a une solution, on va le redynamiser par une sorte de monoculture énergétique, quoi. Donc c'est à la fois assez cynique et assez effrayant. Et donc ça passe par donc le centre Cigéo, mais aussi un projet d'usine de retraitement de pièces de centrales usagées, donc des déchets à durée de vie plus courte, qui sont des résidus de centrales nucléaires. Il y avait un projet de blanchisserie nucléaire à Joinville. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, la blanchisserie nucléaire? Retraitement des tissus, en fait, des combinaisons de protection. Donc c'est encore des déchets, parce qu'en fait tout ce qui est en contact avec le nucléaire devient déchet nucléaire à son tour. C'est un peu le problème toujours de la décontamination, quoi. On essuie avec un chiffon, on a un chiffon nucléaire, on passe de l'eau, on a de l'eau nucléaire, ça n'en finit pas, quoi. Donc tout devient déchet, et du coup plus ou moins radioactif, à plus ou moins long terme, et tout est parti pour atterrir dans le Sud-Meuse. Peut-être pas tout, mais effectivement il y a une concentration de projets de ce type-là, donc les tissus, les pièces de centrales, les combustibles usagés dans les environs. Et puis, donc, pas seulement le nucléaire, il y a aussi, comme tu disais, par exemple, la centrale Saint-Dièse, donc centrale de biomasse. Donc, là, pour valoriser ou détruire, selon le point de vue, les forêts, en créant donc de l'énergie à partir de la biomasse, donc du bois, en fait, en brûlant du bois. Il y a ça, et puis énormément d'éoliennes aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie. Tant qu'à faire, autant y aller. Énormément d'éoliens industriels, donc c'est une sorte de monoculture de l'énergie qui s'installe partout. Et face à ça, ce qu'on essaye de dire, c'est aussi que non, en fait, c'est pas une région qui serait nulle et dont le seul espoir ce serait ça, parce que c'est aussi pour ça qu'on se méfie toujours de dire oui, c'est un territoire désindustrialisé, un territoire qui a beaucoup souffert, etc. Parce que ça, c'est un petit peu le discours sur lequel s'appuie Landra pour s'installer. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses positives à faire là-bas aussi. Ça fait plusieurs années qu'il y a des gens en lien ou pas avec la lutte contre Cigéo qui sont installés pour faire soit de l'agriculture, soit une brasserie, soit du théâtre, du cirque, ou maintenant encore plus de gens qui s'installent. Et il y a sans doute des beaux projets à mener, quoi. Donc
Oui, parce que la terre agricole, elle est parfaitement bien. Enfin, il y a pas de, enfin, j'y suis allée à Bure, il y a plein de trucs qui poussent, hein, ça va. Bah C'est oui, oui, pas. Si on arrêtait de coller des pesticides, ça irait encore mieux. Mais voilà. bon, et, et donc cette lutte là qui dure depuis, c'est 20 ans maintenant à peu près. Hein. Il y a Ouais, des gens ouais, qui, voilà. Donc il y a des tas de procès. Bon, ouais. mais on a quand même envie de dire que même si c'était légal. On ne trouverait pas ça légitime. Hein. Oui, C'est, tout à fait. voilà. Bon, mais ça les embête, c'est très bien. Et puis, il y a effectivement le travail que vous essayez de faire sur ce terrain pour vous implanter, vous aussi, sur le territoire. Hein, et puis, essayer de convaincre les gens, je crois, qui sont un peu, comme tu disais, un peu écrasés par tout ça, quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est assez compliqué. En réalité, il n'y a pas vraiment de soutien, je pense, au peu de soutien à CIGEO. C'est-à-dire que si on vous propose un aéroport à côté de chez vous, il y a quelques personnes qui vont peut-être se dire, ah, effectivement, prendre l'avion, c'est chouette. Euh, encore que, c'est pas sûr que Oui, enfin, ça oui, encore soit que, une bonne oui. idée. Mais voilà. Donc, on peut trouver des pro-aéroports autour de Notre-Dame-des-Landes. Oui, oui, il y a eu un référendum, même, voilà, il Voilà. paraît, oui. Et, par contre, effectivement, trouver des gens qui ont envie d'avoir une poubelle nucléaire à côté de chez eux, c'est sans doute plus difficile. Donc je pense qu'il n'y a pas de peu ou pas vraiment de soutien euh, total à l'Andra, à part quelques cas de gens qui ont un intérêt particulier. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est des opposants, en fait. Mm. Et c'est là quand, effectivement, il y a à la fois euh, de la résignation, je pense aussi du ras-le-bol, parce que ça fait voilà, ça fait de l'agitation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir simplement une vie tranquille et là se retrouvent pris entre d'un côté l'Andra qui rachète toute la région, de l'autre côté les opposants qui sont de plus en plus présents et voilà, mais il y a des gens qui n'ont pas demandé tout ça en fait et on comprend aussi. Et puis il y a des gens qui ont fait partie de la lutte il y a 10 ans et puis qui se sont un petit peu résignés. Donc certains en reviennent un peu maintenant, d'autres non. Il y a des gens qui sont assez hostiles au projet CIGEO, mais qui ne veulent pas trop s'afficher. Et ça, c'est souvent le cas dans le monde Oui, rural, oui, oui, dans le monde oui. agricole, Mhm. parce que effectivement, la question foncière est omniprésente et l'Andra a beaucoup de terres, réattribue des terres, il va devoir vous les racheter à un moment ou des choses comme ça. Et Oui, puis se fâcher avec voilà, son les gens sont pas voisin, trop. Et puis ça aussi, voilà, c'est il y a jamais des très querelles de sympa. famille, il y a Ouais. des querelles de voisinage. Donc, et puis il y a quelques personnes qui s'affichent ouvertement contre CIGEO, y compris des agriculteurs, et qui filent des coups de main, qui prêtent des choses. Et voilà, donc il y a vraiment toute une gamme en fait de, de gens, ça va de réactions à la fois face à CIGEO et face à nous, ça va du soutien à la résignation ou à la peur ou à simplement l'envie de pas trop se mouiller, pas trop en entendre parler, quoi. Ouais, ça me rappelle vraiment les réactions que j'ai entendues sur des interviews avec les gens qui habitent autour, enfin en Corrèze, etc., autour des mines d'uranium qui ont fermé. Ouais. Cette espèce de chape de plomb là. Et on n'en parle pas. Enfin, il y a une sorte de... C'est de libérer aussi les paroles et les... Ouais. Et, et, et je voulais qu'on parle aussi... Donc, vous êtes là, vous êtes sur le terrain, c'est bien, il faut occuper le terrain. Est-ce que, après la répression, parce qu'il y a eu quand même, j'ai l'impression, beaucoup de violence l'année dernière, il y a un petit texte là, sur votre site qui dit ici, nous n'avons pas vu s'abattre de vagues répressives généralisées, mais plutôt un climat de tension constante. C'est vrai, c'est ça? Oui, c'est assez vrai, au sens où on a à la fois connu des choses effectivement très dures d'un coup, oui, que ce soit les personnes qui sont frappées par les vigiles de l'Andra ou que ce soit des peines très lourdes parfois qu'on comprend toujours pas. Et en même temps, c'est vrai que d'un autre côté, il n'y a pas eu à Bure pour le moment d'opération César, de choses comme ça extrêmement. Bon, il y a eu l'expulsion, mais qui en fait s'est passé assez rapidement, mais il y a
il n'y a peut-être pas eu encore de gros conflits ouverts qui débouchent sur une énorme répression. Il n'y a pas de militants contre CIGEO en prison, par exemple. Donc voilà, d'un certain point de vue, effectivement, on est encore relativement épargné. Tu expliques ça comment ? Tu expliques ça comment ? Mais je pense que c'est aussi une question d'agenda, de calendrier. Enfin, je veux dire, est-ce que pour le moment, c'est stratégique de vous expulser, de vous casser la figure, de nous réprimer à fond? Est-ce qu'un militant anti-nucléaire en prison, ça va servir ou desservir CIGEO? Je pense que pour le moment, ça les desservirait plutôt qu'autre chose. Et puis eux pensent leur projet sur très long terme. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas encore de déclaration d'utilité publique de CIGEO. Donc voilà, ça va encore prendre des années avant d'être commencé, puis encore des années avant d'être mis en exploitation. Puis ça se pense sur un siècle d'exploitation. Donc c'est vraiment des temps très longs en fait. Donc je pense que il avance relativement progressivement, mais à un moment ça va tomber, c'est sûr. Il y a déjà des choses qui tombent. Hein. Par exemple, lors de la première expulsion, il y a quelqu'un qui a été arrêté. Et pour avoir mordu le doigt d'un... Oui, j'allais en parler, c'est tellement incroyable. Qui s'est retrouvé avec plusieurs mois de sursis et 2 ans d'interdiction de territoire, 2 ans d'interdiction de meuse. Donc quelque chose de complètement démesuré, vraiment. Ça a été publicisé, et il y a eu un plateau sur Mediapart avec quelqu'un du syndicat de la magistrature qui effectivement disait que c'était complètement démesuré. Donc il y a quand même des choses, quoi. C'est à la fois, non mais c'est tellement pitoyable qu'on a envie de se marrer là quand même. Oui, parce que j'ai le truc, je dis, on l'accuse d'avoir au beau milieu d'un nuage de gaz lacrymogène mordu le doigt d'un policier qu'il avait saisi par derrière en mettant la main sur sa bouche. Le gars, il est interdit de territoire pendant 2 ans, quoi. Oui. Donc même s'il n'y a pas une répression frontale, il y a quand même cette espèce de climat là qui est quand même. Bon, bah, tenez bon. Oui, il y a des procès qui succèdent, en fait, un petit peu tout le temps. Puis ça continue, ça fait des vagues sur le long terme. C'est-à-dire pour les choses qui sont passées l'été dernier, il y a encore un peu parfois des convocations, ou il n'y a pas très longtemps, il y avait eu le procès de Jean-Pierre Simon, qui est un agriculteur qui avait prêté du matériel agricole au moment de la première occupation de la forêt. Donc voilà, il y a encore 1 an après un petit peu les vagues de ce qui s'est passé cet été. Donc je pense qu'on n'en a pas fini, effectivement, des procès. Donc à chaque fois, c'est des choses qui tombent. Alors voilà, des fois c'est pas grand-chose parce qu'ils ont envie d'apaiser un petit peu le jeu. Des fois c'est l'interdiction de territoire d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais c'est assez... Ouais, c'est du travail d'usure. Je pense que le but, c'est aussi ça, d'un peu d'épuiser, de casser la résistance en épuisant un peu nerveusement, qu'on ne sache jamais trop à quelle sauce on va être mangé. Et puis il y a les patrouilles de police, et puis il y a les hélicoptères, et puis il y a les drones aussi maintenant, non? Il y a les drones. Oui. Pas trop. Pas vu de pas de drone. Ah, ça va venir. Je crois pas. Alors il paraîtrait qu'il y en a eu un en 2015 pendant le camp VNC. C'était un camp anti-autoritaire qui s'était tenu à Bure. D'accord. Voilà, mais sinon, non, on a le droit à l'hélicoptère régulièrement, mais pas les drones. Oh, c'est facile à dire. Pas encore. Alors, tu vas nous dire ce qu'il faut qu'on fasse cet été, là, qu'on vienne tous. Si tu as des dates à nous donner sur... Oui. Alors, déjà... Que les Marseillais se déplacent en masse. Déjà, rester aux nouvelles, parce qu'on n'a pas donné l'adresse du site internet. Oui, on va le donne nos informations, c'est vmc.camp. Justement, c'est le site qui date de ce fameux camp dont je parlais en 2015. Donc vmc.camp. Voilà, v comme vmc.camp. C'est un site très très bien, je vous le conseille, il y a plein d'articles super. Oui. Donc voilà, s'il y a une actualité brûlante, s'il y a une expulsion, ça sera donné notamment par là, et puis il y a aussi un Facebook qui est la page des bures à cuire. Bures à cuire, très bien. Donc voilà, pour avoir un petit peu les informations. Et puis sinon, les prochains rendez-vous, ça va être déjà la semaine prochaine, parce qu'on a une semaine
d'anniversaire de l'occupation. Donc ça a commencé le 19 juin dernier et là du 19 au 26 juin, on a une grande semaine à la fois de discussions, de rencontres, de chantiers dans la forêt et d'actions contre CIGEO. Ok. Donc là, on attend pas mal de monde. Ça va être plutôt centré vraiment sur la forêt. Il n'y aurait pas trop d'accueil à la maison de résistance à Bure, mais dans le Bois-le-Jus, donc pour voilà, avoir une sorte de campement autogéré là-bas. Et voir Et comment, voilà, et discuter, tout ça, oui. la lutte contre Et la lutte CIGEO. continue, oui. Et puis il y a un Et festival, puis, c'est ça, au mois d'août? Et voilà, il y a un festival au mois d'août, c'est du 11 au 13 août, D'accord. du festival qui s'appelle les Burlesques. Oui. Et du coup, qui va être avec quelque chose d'assez gros, avec à la fois de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, des conférences, des débats sur le nucléaire, sur l'histoire de la lutte antinucléaire, sur d'autres luttes de territoire, ou voilà, énormément de choses, peut-être des balades. Enfin, on essaie de faire quelque chose d'assez vaste, assez diversifié. Voilà. Bon, bah Il y a écoute, ce festival-là a son propre site. Il commence tout juste à être alimenté. Donc c'est burfestival.org. burfestival.org, ok. Et puis il y a toujours vous avez je vais pas y arriver, des petits articles sur, enfin non, pas des articles, mais des renvois sur le covoiturage, comment on fait pour covoiturer, etc. Enfin, Oui, bon, voilà, c'est bien organisé tout ça. Voilà. Oui, on a depuis quelques temps notre vous êtes, propre plateforme de covoiturage. vous êtes bien organisé. Ouais, Bon, pas bah toujours évident. écoute, voilà, bah, on a fait notre tour d'horizon. Et, je sais pas, on vous souhaite plein de courage. Et puis il faut arrêter le nucléaire, quoi. Hein, Exactement. mais avec Monsieur Hulot, tout va aller beaucoup mieux. Bon, Ouais. allez, j'arrête. Ok. Bon, bah, merci beaucoup et puis à bientôt à Bure. Merci. À bientôt. Ouais, bientôt à Bure. Allez, au revoir. C'était le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône sur Radio Galère. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis 6 ans sur notre blog collectif antinucléaire 13 wordpress.com. Voilà, merci Sidi à la technique. À la prochaine fois.